Salut à tous, nous voilà dans cette deuxième et dernière partie consacrée à Dawn of X. Dans la première partie, on avait vu les titres déjà dispo dans le softcover de Panini Comics. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux titres à venir d'ici quelques mois, mais déjà dispo en VO. Et pour m'accompagner, j'ai toujours avec moi ma bande d'aficionados des X-Men qui vous donneront aussi leur avis. Allez, on reprend. X-Men Fantastic Four. Dans cette série, on s'intéresse au destin d'un mutant dont on oublie assez souvent la mutanité, Franklin Richards. Sa place est-elle avec ses parents ? Sur Krakoa, évidemment, comme souvent dans nos comics, la solution ne va pas être simple et ça va finir par en venir aux mains. Et si en plus un ennemi des 4 Fantastiques passe par là, bonjour la prise de bec. Cette mini-série en 4 épisodes est assez intéressante car elle permet de voir interagir les X-Men avec le reste de l'univers Marvel, ce qui n'est pas arrivé en fait depuis House of X et Power of Ten. Côté scénario, Chip Zdarsky arrive assez bien à cerner les Fantastiques et les X-Men, et à mettre en avant leurs doutes et leur volonté en ce qui concerne Franklin Richards. Aucun des deux n'ont vraiment raison, chacun agit un petit peu comme des cons, sans vraiment demander l'avis à Franklin. Et ce sont plus des gens qui n'arrivent pas à communiquer ensemble malgré le fait qu'ils sont du même côté, ce qui engendre une confrontation de groupe. Le souci, c'est que le tout est très classique. Côté dessin, Terry Dodson livre là des planches bien en dessous de ce que j'ai l'habitude de voir de sa part, à croire que le tout ne l'intéresse pas vraiment. Reste la conclusion qui est bien satisfaisante et qui peut annoncer des choses intéressantes pour l'avenir. Donc là c'est écrit par Chip Zdarsky, qui en fait fait finalement sur l'affrontement, je vous spoil mais parce que tout le monde sait ce qui va se passer, les Fantastic Four et les X-Men se font la guerre au début, et il y a un méchant qui arrive et ensuite ils s'unissent et ils se font du papouille à la fin. Sauf que l'affrontement idéologique entre les FF et les X-Men est hyper intéressant et je trouve que la différence par exemple de Civil War où on prenait vite parti pour un parce qu'en fait on savait que l'autre c'était un peu nasillon sur les bords, là en fait on a tendance à prendre, je pense par rapport au vécu etc, prendre parti soit pour les FF soit pour les X-Men. Et ça laisse pas insensible. Et je trouve que justement, en fait, j'ai eu des débats sur les réseaux sociaux suite à ça, où on me disait non mais les X-Men, ils sont particuliers en ce moment. Et je suis non, mais moi je comprends en fait. Et ça c'est, je trouve que c'est cool en fait que ça arrive à faire ça. L'autre truc que je trouve cool, c'est qu'à la fin en fait, il y a un gros coup de pute qui arrive et c'est vraiment excellent. Mais voilà, mais dans l'ensemble, c'est décevant, donc voilà. Pour le coup, j'avais vraiment envie que cette rencontre soit bien. Mais comme souvent actuellement, certains personnages sont mal caractérisés. Mais là, c'est quand même un peu tout le monde en fait, au point de rendre baffables certains membres des 4 Fantastiques. Pas grand chose n'est résolu et le titre devrait plutôt s'appeler Encore un coup de Fatalis. Bref, beaucoup de bruit pour vraiment pas grand chose. Wolverine. Wolverine retrouve enfin une série solo, qui le pousse toujours à explorer son passé, mais aussi à devoir faire face à une menace qui s'en prend au transport de médicaments krakoans, connu sous le nom de Pale Girl. Entre manipulation mentale, enquête gouvernementale et retour d'Omega Red, notre Logan aura bien de quoi l'occuper. Ça fait étrange d'avoir à nouveau une série solo avec ce Logan au bout d'autant de temps. Benjamin Percy continue à traiter le Griffu en plongeant à la fois dans la nouveauté du statu quo de Krakoa, mais aussi dans la vibe bien années 90. L'histoire principale tourne autour du trafic des médicaments et de la manipulation mentale, faisant à nouveau perdre pied à Logan. Mais lui est prêt à tout pour que cela n'arrive plus. L'autre histoire, quant à elle, est centrée sur des vampires. On a donc un titre plus sanglant que les autres titres Dawn of X, avec le retour d'Adam Kubert, qui rappellera les grandes heures de la X-Men Mania. L'autre élément que j'ai bien aimé, c'est que même si la série se centre sur Wolverine, on voit bien comment elle interagit avec X-Force, avec les Maraudeurs, le Conseil de Krakoa. On a vraiment l'impression d'un tout, ce que beaucoup d'autres séries semblent oublier. Percy arrive à nous livrer un Logan plein de mélancolie et de poésie, comme savait le faire Larry Hama. Il met en place pas mal de questions et continue à avancer certains de ses pions qu'il a déjà mis en place dans X-Force, comme la place des Russes face à la mutanité par exemple. Sans être la meilleure série Dawn of X, on a affaire à une bonne série Wolverine, assez fun et belle, et c'est déjà pas mal. Et je conseille un tout petit peu plus la série Wolverine, qui a exactement les mêmes défauts, mais qui est en partie dessinée par Adam Kubert, donc c'est un peu joli. En plus, c'est vraiment Adam Kubert en mode inspiré, donc il fait des dessins plutôt assez jolis. Titre plus récent, donc difficile de se faire une idée plus précise, mais pour l'instant, on voit Wolverine tenter de résoudre des menaces pesant sur Krakoa, comme dans X-Force, mais aussi des vampires qui veulent choper son sang parce que facteur guérisseur. Et je suis assez client pour la série pour le moment avec 5 numéros de lus.
Giant Size X-Men. Dans cette série, on a affaire à une succession de one-shots centrés sur différents personnages. Pour le moment, on a eu le droit à Jean Grey et Emma Frost, Diablo, Magneto, Phantom X et bientôt Storm. Et plus on avance dans le récit, et plus on se rend compte qu'elles ne sont peut-être pas si individuelles que ça. Au final, cette série de one-shot, faite par Jonathan Hickman, est un peu trompeur. Il ne s'agit pas du tout de se consacrer aux personnages nommés, mais de leur faire vivre une aventure tout en mettant en avant d'autres personnages et éléments mis en place par Hickman. Et mis en place d'une étrange manière, puisque sur ces titres, on utilise la Marvel Way. C'est-à-dire que le scénariste pitch son idée, que le dessinateur met en image de son côté comme il veut, et que le scénariste repasse dessus afin de créer les dialogues. On se retrouve donc avec des résultats très différents, allant à un hommage à un épisode de Grant Morrison avec le Jean Grey et Emma Frost, à du très bon avec Diablo et du moins réussi avec Magneto. Mais chose encore plus surprenante, tous ces one-shots semblent en fait raconter une seule histoire. Par contre, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si le tout était pensé comme une vraie série ou alors si ça devait être une sous-intrigue de la série X-Men. C'est beau, intéressant, même si c'est un peu nébuleux, à voir où Hickman va nous amener. Série de one-shot Giant Size X-Men qui raconte finalement une histoire globale. Voilà, il y a un épisode notamment dessiné par Alan Davis et on sent que c'est du Alan Davis, on voit que qu'il est aussi scénariste, il y a une maîtrise, il y a un machin, et du coup en fait on se retrouve avec un truc perché à la Hickman mais avec le dynamisme qu'on connaît de Alan Davis, quoi. Et c'est vachement bien, il y a Rod Reis qui dessine un super épisode sur Phantom X. Une série de récits indépendants centrés sur certains personnages. L'intérêt des numéros est assez variable pour le coup, les histoires sont généralement sympathiques. Pas la meilleure des séries, mais si vous êtes à fond, un peu de rab peut pas faire de mal. Cable. Cable a le droit à sa série solo qui montre que notre soldat du futur ne sait pas résister à l'envie de partir à l'aventure en menant l'enquête sur le kidnapping de bébés mutants. Ce qui va l'amener au passage à croiser des cyborgs d'une autre planète, mettre la main sur une épée étrange ou encore devenir la coqueluche des adolescentes de Krakoa avec qui il enchaîne les rencarts. Je n'attendais pas grand chose de cette série centrée sur Kid Cable, et malgré tout, j'ai été assez vite déçu. Il s'agit d'une série centrée sur un mystère à résoudre et sur la confrontation avec une race alien. Mais on passe un peu trop de temps sur les histoires d'amour de Cable, et toutes les tensions sont un peu résolues en mode « Oh, Cable est trop fort », venant donner encore plus un côté tête à claque au personnage. Je crois qu'en fait j'ai vraiment un souci avec les histoires de Jerry Dugan qui a tendance à privilégier le cool et le fun par rapport au développement de personnages ou développement des intrigues. Il reste cependant une intrigue secondaire faisant intervenir un personnage qu'on ne pensait plus revoir, et qui est assez intriguant. Côté graphique, le style de Phil Noto n'est pas au sommet de sa forme et donne un aspect très froid à la série. Alors oui, il y a des éléments en place pour Ten of Sword, le grand événement X-Men, du coup, je vais continuer pendant un temps, mais bof. Cable est l'anti-Wolverine, dans le sens où la série Wolverine, c'est vraiment un hommage aux années 90, on est plutôt dans le style Larry Hama, quand, à la fin de son run, quand il savait plus quoi raconter et que c'était Lilito qui parlait à sa place. Et ben là en fait Cable c'est tout l'inverse, on fait vraiment pas du tout comme les années 90, c'est une série adolescente vraiment super fun avec Cable qui trouve une épée par terre et qui fait ah c'est mon épée, et il y a des robots qui arrivent de nulle part et qui font non c'est mon épée, et ils s'affrontent et c'est textuellement l'histoire, et il n'y a pas que ça. Mais du coup, c'est une série qui est plutôt très très fun. Je trouve ça particulièrement bien dessiné par Noto. Et je prends énormément de plaisir à lire chaque épisode. Voilà. Et gros coup de cœur personnel. Maintenant, je sais ce que ça vaut, mais moi j'aime bien. Voilà. Jeune Cable est bizarrement une série sympathique qui part dans toutes les directions et même dans l'espace. Les relations sont cheloues, mais ça passe. Les adolescents prennent le pouvoir, ou en tout cas c'est ce vers quoi va le titre, et je suis le premier surpris à aimer cette série. Bon, et puis soyons francs, ils mettent les Space Knights aussi, donc forcément. Hellions. Dans cette série, on suit une équipe créée par Mister Sinistre composée de Empath, Nanny, Orphan Maker, Long Couteau, Wild Child, Psylocke et Havok, qui a pour but d'utiliser les mutants les moins stables de Krakoa comme armes contre des cibles désignées afin de servir au mieux l'île.
L'idée de donner une fonction aux mutants ayant du mal à s'acclimater à Krakoa est très sympa sur le papier. En somme, une Suicide Squad made in Marvel. Sauf que les personnages ne sont pas vraiment attachants, que la menace est un peu vue et revue, et que ce n'est même pas vraiment très beau. Là encore, il y a pas mal de mystères qui peuvent être intéressants, comme la présence d'Havok dans l'équipe, le vrai intérêt de Sinistre, ou savoir si la loyauté de Quanon va aller à Sinistre ou à Cyclope. Que faire des mutants sanguinaires de Krakoa? C'est une question qui méritait d'avoir une réponse effectivement, et ce Suicide Squad mutant est plutôt bienvenu. Le casting est bien choisi, et le premier arc s'avère lui aussi surprenant, avec une antagoniste que j'imaginais faire son retour plus tard et être une pièce maîtresse dans le plan d'Hickman, mais bon, soit. L'ambiance est bonne, le sujet est intéressant, on a quelques mystères et les dessins nous font ressentir la violence des combats et l'horreur de leur mission. Alors certes, à cause des 5, on perd un peu l'intérêt des missions suicides, mais j'imagine que la série trouvera un moyen de contrecarrer ce Deus Ex Machina. C'est la Suicide Squad de Krakoa en fait, tout simplement. C'est tout à raclure, tous les malfrats on va dire, de Krakoa, qui plutôt d'aller en prison vont être recrutés par Mr. Sinister pour faire du sale boulot. Sauf que en fait ils vont servir en fait Mr. Sinister. C'est une équipe antipathique, donc vraiment en fait elle est un peu bizarre dans sa composition. 13 années 90, d'ailleurs la série est 13 années 90, les dessins de Segoya sont 13 années 90, dans le mauvais sens du terme. Il y a vraiment en fait l'image de la femme, il dessine les femmes de manière très très vulgaire. Je comprends pas que en fait Marvel continue à publier en fait ce genre de dessinateur. Je trouve que par rapport à l'image qu'ils ont essayé de faire véhiculer depuis des années, je trouve ça dommage en fait d'arriver là. Donc voilà, c'est des personnages avec des gros seins qui tentent du cul, tout ça, bon bref. Des gros plans sur des côtés, enfin voilà. Mais la série, en fait, les personnages sont pas forcément attachants non plus. L'histoire de Zeb Wells, en fait, ça ressemble un peu à une fanfiction. J'ai rien contre les fanfictions, hein, c'est vraiment pas péjoratif. Mais on a l'impression que Zeb Wells, en fait, il avait écrit une fanfiction juste après Inferno. Et c'est ça qu'il est en train de nous raconter, en fait. Et du coup, t'as des trucs qui auraient fonctionné à l'époque, mais qui fonctionnent plus maintenant en fait. Parce que les personnages qu'on voit, on les a vus maintes fois depuis. Et du coup, c'est un peu particulier. Voilà, il y a Havok, un personnage que j'adore, mais bon, c'est pas forcément comme ça que je l'aime. Donc, voilà. Série quand même assez plaisante à lire parce qu'elle est vachement bien écrite. C'est une série qui débute, donc ça m'embête de le dire aussi crûment, mais pour le moment c'est bourrin et sans sensibilité. Je suis pas contre du bourrin, mais donnez-moi une raison pour m'attacher à ces persos, autre que le fait que je connaisse leur nom et leur passé. C'est froid comme une baston de glaçon et aussi morne que le retour de cadavres auquel on ne devrait plus toucher. X-Factor. Depuis House of X et Power of Ten, on sait que la mort n'est pas une fin sur Krakoa grâce aux 5 qui peuvent ressusciter les gens. Mais comment être sûr qu'un mutant est mort? C'est là qu'intervient l'équipe de X-Factor, qui va devoir mener l'enquête pour prouver le décès d'un mutant et sa cause. Pour mener à bien cette mission, l'équipe dispose de Highboy, de Prestige, de Prodigy, de Daken, le fils de Wolverine, de Polaris et de Northstar. Ce qui manquait un peu à Dawn of X, c'était une explication sur la procédure autour du principe de résurrection. C'est donc ce que propose de faire X-Factor. On se retrouve donc sur une série centrée sur l'enquête, où les personnages sont choisis sur leur fonction plus que sur leur personnalité. Et ça se sent un petit peu dans le comics, vu que pas mal de personnages semblent avoir la même personnalité, et d'autres en changent de manière assez radicale, avec une Prestige qui parfois est limite goth. De ce que j'ai lu, la scénariste Leah Williams semble aussi un petit peu avoir du mal à conclure ses enquêtes, ne donnant pas toujours toutes les informations sur les motivations ou informations sur qui est le tueur. À voir si on le découvrira plus tard, ou si elle pense que ce n'est pas un élément important de l'histoire. X-Factor, c'est une série avec un bon cast, qui traite de sujets sociaux comme la recherche à la notoriété rapide, mais le tout est très verbeux et utilise un peu trop de texte au lieu de montrer l'action. En plus, le dessin de David Badeon n'est pas au mieux, lui qui a été habitué à dessiner moins de personnages par page. Ça vaut quand même le coup d'œil. Difficile de juger la série au moment où j'enregistre, seulement 2 épisodes sont sortis, mais je suis plutôt fan de ce casting, surprenant mais bien pensé, où chaque membre a son utilité. C'est une série policière et on ne nous ment pas sur la marchandise, à voir si la qualité persiste dans les numéros à venir, mais pour le moment c'est du solide et contrairement à pas mal de séries mutantes, elle a un réel intérêt au vu du fonctionnement de Krakoa.
Où là, en fait, j'aimerais l'adorer, vraiment, parce qu'il j'aime le contexte, j'aime cette nouvelle équipe de détectives qui travaille pour enquêter sur la mort des mutants et des mutantes à travers le monde et au-delà. Une idée de former une équipe atypique avec North Star, Polaris, High-Boy, Prodigy, Prestige, et Daken, pardon, j'ai oublié, voilà, c'est lui, le fils de Wolverine. Et du coup, c'est plutôt une série qui est fun, voilà, il y a vraiment David Baddiel, on est hyper dynamique dans son trait et justement dans cet esprit un peu plus fun. Du coup, c'est assez cool, mais c'est voilà, en fait, les dialogues de Léa Williams me cachent tout. C'est monocorde, il n'y a pas de dynamisme, tous les personnages ont la même voix, du coup, des échanges qui sont bizarres parce qu'on a l'impression de lire le même texte. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et alors que ça pourrait être bien meilleur parce qu'on voit que le script de Williams c'est intéressant. Une bonne série pour le moment avec seulement 3 numéros de lus. On est sur une équipe qui va enquêter sur les morts des mutants en dehors de l'île de Krakoa et on explore l'univers Marvel. Les personnages sont bien utilisés et c'est une bonne surprise pour le moment. Mais ce n'est pas pour autant la fin de la X-Mania puisque certaines séries ont été freinées par le Covid et d'autres juste annoncées. Parmi elles, on peut parler de Children of the Atom. Une nouvelle équipe de X-Men Psychic reprenant le look des anciens. Et j'avoue que ça me botte pas du tout. Si c'est pour avoir des copies des X-Men version jeune, non merci. Créer de vrais personnages et essayer de les faire un petit peu moins clichés. Je suis un peu frileux pour Children of the Atom parce que je sais pas d'où les persos sortent. Et on dirait un peu des clones. Mais on verra bien. X-Corp dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Ça me rappelle juste la grande époque de Morrison. À voir ce que ça peut donner. X-Corp est un nom qui existait en 2000 et je suis curieux de voir ce qui va en être fait. Les X-Men ont même un rôle à jouer dans le dernier grand event Marvel, Empire, mais ça on en reparlera dans la vidéo que je consacrerai à l'event. Et un event mutant est même déjà annoncé, intitulé Ten of Swords, avec son image cryptique des mutants ayant tous en main une épée, mais là aussi on aura le temps d'en parler dans le futur. Ma série préférée, c'est X-Men de Jonathan Hickman, la suite de House of X. J'adore tellement House of X qu'en fait pour moi, limite c'est la seule série à suivre. Alors encore un peu obscur pour le moment, on sait pas trop où il va avec, mais justement c'est ça que j'aime. Mais mon coup de cœur, mon véritable coup de cœur, c'est l'autre série New Mutants, donc celle écrite par Jonathan Hickman et dessinée par Rod Reis, dessinateur brésilien, qui est dans la lignée de Bill Sienkiewicz, donc sur une série New Mutants, ça fait sens. Pour ma série préférée, j'hésite entre Marauders et X-Force, parce que c'est les plus anciennes, donc c'est celles sur lesquelles je peux avoir le plus de recul. Mais X-Force est plus régulièrement bon, apporte plus de choses capitales à l'intrigue globale, et en plus il y a des persos que j'aime beaucoup dedans, comme Wolverine ou encore Kid Omega. Alors qu'est-ce que je pense de cette première année de Dawn of X ? Certes, il faut laisser Hickman poser ses pions, et il prend son temps après un House of X assez costaud en révélation et changements radicaux, mais hormis quelques séries, je pense qu'on aurait pu se passer d'une bonne partie des titres de Dawn of X, voire laisser Hickman seul piloter le bateau. Honnêtement, il aurait juste fait X-Men et peut-être une ou deux séries par-ci par-là, voire il aurait créé des mini-séries X-Factor ou Marauders, histoire de développer un peu l'univers, ça m'aurait bien plu. J'ai l'impression que la majorité des auteurs sont soit freinés par les plans d'Hickman, soit pas conscients qu'il a changé la façon d'écrire les X-Men et qu'ils doivent s'amuser avec la société de Krakoa. J'ai de l'espoir pour les X-Men, honnêtement, le concept House of X, je le trouve génial, c'est la meilleure façon de réinventer les X-Men, mais pour l'instant, seule la série principale me semble avoir une chance de rester dans les mémoires. Dawn of X, je le lis comme un mystère au long cours, dont on me donne des indices petit à petit pour comprendre le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a quelque chose de louche dans beaucoup de comportements de persos, et je lis tous les titres comme un grand ensemble avec des indices. Coup de bol, certaines intrigues sont aussi sympas par elles-mêmes à côté. Il est possible qu'une déception à la Lost m'attende à la fin, mais pour l'instant je kiffe le voyage. Et du coup, après avoir lu chaque série Dawn of X et après presque un an de publication, j'en pense quoi généralement ? À l'annonce de Dawn of X, j'étais à la fois heureux et déçu. Heureux parce qu'après la claque de House of X et Power of Ten, je voulais encore ma dose de X-Men façon Hickman. Mais déçu aussi parce que Marvel retombait déjà dans les travers des années 90, à nous proposer trop de titres mutants, et en plus avec Hickman aux commandes de très peu de titres.
Tous les lecteurs de comics ont un budget plus ou moins défini, et augmenter le nombre de titres X à suivre sous-entend que le lecteur est finalement obligé d'abandonner d'autres séries. Alors tant mieux pour Marvel quand c'est des titres de la concurrence, mais c'est con quand ça t'oblige à abandonner d'autres séries Marvel. À croire qu'ils n'apprendront jamais de leur erreur. Du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai laissé venir. Pris comme un tout, Dawn of X sait rendre hommage au passé des X-Men. Ça se voit avec le choix des personnages, les éléments cachés ça et là, on a le droit à pas mal de références à l'ère Claremont, mais aussi à celle de Morrison. Les auteurs, et surtout Hickman lui-même, savent leur rendre hommage, sans trop s'appuyer dessus non plus, et sans essayer de raconter les mêmes histoires qu'on a déjà pu avoir dans les précédents relaunchs. Non, on préfère vraiment les moderniser, par exemple, en mettant en avant le vivre séparé que de cohabiter, ce qui a une résonance toute particulière de nos jours. Au bout de quasiment un an de lecture de Dawn of X, le tout est un peu une déception pour moi. J'ai le sentiment d'être un peu lassé par les titres X-Men, que le tout est assez dissous. Il y a à la fin peu de titres qui méritent vraiment qu'on dépense notre argent pour. Personnellement, je garde en tête X-Men et X-Force, voire Wolverine et X-Factor. 4 sur 12, c'est pas le carton plein, hein. Marvel a voulu sortir trop de titres en même temps, sur des tons un peu trop différents pour au final raconter pas grand chose. Au bout d'un an, on a présenté pas mal de menaces aux mutants de Krakoa, mais aucune n'est vraiment iconique, et sans vrai méchant, on reste avec rien de bien mémorable. On nous donne un ordre de lecture pour suivre les différents titres, et finalement ça ne fonctionne pas. À part quelques exceptions, on n'a pas la sensation d'avoir un tout uni. Oui, quelques événements ont des répercussions dans d'autres titres, mais dans l'ensemble, ne pas lire Marauders n'aura pas vraiment d'implication si vous ne lisez que X-Factor ou que Cable. Et en cas d'événement majeur, il sera précisé dans les autres titres. Pour autant, il n'y a pas de grosse contradiction d'une série à l'autre, mais c'est dommage de ne pas avoir la sensation d'un univers plus organique. Et c'est encore plus ambigu quand les auteurs eux-mêmes nous disent de ne lire que les titres qui nous intéressent, et que peu de temps après, ils disent qu'il faut tout lire pour avoir une vision globale. Ou alors qu'on nous crée un événement comme Ten of Swords pour au final augmenter le nombre de titres et passer à 24 numéros pour un event. Ah, le forcing façon Marvel. De même, j'en arrive à me demander si les éditeurs font leur boulot parce que d'une série à l'autre, il n'est pas rare qu'un personnage change de version de son costume. Alors, c'est pas grand chose et c'est peut-être pour nous montrer qu'ils en ont de rechange, mais ça casse un peu la sensation d'harmonie entre les titres. J'avoue qu'un élément qui commence à beaucoup me gaver dans Dawn of X, c'est le sexe. Il y a vraiment trop de cul. Je ne suis pas prude, mais tous les épisodes des titres Dawn of X ont un sous-entendu comme quoi les mutants passent leur temps libre à s'envoyer en l'air. Alors oui, au tout début, c'est marrant de voir qu'il n'y a pas de porte entre la chambre de Jean et Scott, mais aussi entre celle de Jean et Logan, et que donc ils sont en trouble. Mais passer un moment, ça sert à quoi? Pire que ça, les X-Men ont toujours été un soap, et donc les histoires d'amour ont toujours eu une place importante. Bah ici, il n'y a aucune vraie romance si on ne garde pas celles qui viennent des séries d'avant, comme Malicia et Gambit. Alors oui, on peut dire que Hickman veut aller à l'opposé de ce que faisait Claremont, mais au bout d'un moment, ça devient ridicule à les faire passer pour une communauté d'hippies où tout le monde appartient à tout le monde. Du coup, Krakoa ne serait qu'un grand tout, le peuple mutant. Mais la cohabitation sur Krakoa est parfois une blague plus qu'autre chose, puisque le casting des séries qu'on suit est quasiment le même que celui des titres d'avant. À l'exception d'Elion, de Black Tom Cassidy dans X-Force ou de Pyro dans Marauders, les vilains n'ont le droit que d'être des personnages d'arrière-plan, alors que c'était la parfaite occasion pour faire collaborer les personnages ensemble et pas simplement le temps d'un épisode. Alors oui, j'ai décidé d'être un peu dur avec les titres X-Men parce que je les aime beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant un échec. Les plus grosses séries se montrent ambitieuses, veulent raconter quelque chose et me plaisent beaucoup. Et certaines de ces séries font partie des meilleures séries Marvel. Et au pire, elles sont distrayantes. Mais elles prennent peut-être un peu trop de temps pour le faire, nous laissant un petit peu trop dans l'attente. On voit bien que le monde de Phantom X aura une place importante à jouer, mais le tout se met très lentement en place. On n'est plus du tout dans le même rythme que House of X et Power of Ten, et à terme j'ai la sensation que cela va faire décrocher certains lecteurs, un peu comme lors du run de Hickman sur Avengers. Lecteurs qui étaient revenus plus tard, une fois l'histoire terminée, afin de tout avoir en une fois. Au final, Ten of Swords sera peut-être cet événement qui saura faire avancer les choses, à voir même si je suis moyennement emballé. Cependant, on prend plaisir à voir les personnages interagir, à voir du développement. Ce ne sont plus les zombies de House of X, même si ce ne sont plus les X-Men qui avaient des dilemmes moraux ou des peines de cœur. Pour le moment, je vais continuer les séries mutantes. Et le titre X-Men est toujours l'un des comics que je lis en priorité. Mais après, c'est que ma vision perso. C'est aussi pour ça que j'ai invité d'autres amateurs de comics à vous donner le leur, pour que vous puissiez voir la variété des avis. Et évidemment, si vous appréciez des titres que je n'ai pas aimés, j'en suis sincèrement content pour vous, car ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est une très bonne idée en fait de lire la série telle que va la publier Panini Comics en softcover, donc une revue en fait compilant toutes les séries Dawn of X. Donc d'abord 6 et ensuite viendront les autres séries qui sont sorties plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait comme ça, sans se prendre la tête, il y a toutes les séries qui sont incluses dedans. Le format est un peu particulier parce que c'est le même prix avec des paginations différentes.
En même temps, on sait combien on débourse par mois, donc ça aide simplement à prévoir l'achat. Il y a tout et ça évite d'acheter des albums d'une série, machin, et qu'ensuite, quand on a des crossovers, certainement il y aura des références aux titres X-Force, Marauders et compagnie. Du coup, je pense que ce format est plutôt pas mal. Je comprends que ça fasse râler parce que c'est cher, ça c'est une autre histoire, et sincèrement, je peux pas vous blâmer, blâmer celles et ceux qui râlent sur le prix, parce que c'est vrai que 32 € par mois, c'est comme une somme. Mais bon, peut-être falloir réduire certaines lectures. Par exemple, oublier Deadpool, voilà, on s'en fout. En ce qui concerne Dawn of X en France, Panini Comics a décidé de suivre le modèle US en sortant l'équivalent des TP Dawn of X sous forme de softcover. À partir d'octobre, vous pourrez donc retrouver chez votre libraire les premiers épisodes de X-Men, X-Force, New Mutants, Marauder, Excalibur et Fallen Angels, soit 16 € pour 6 épisodes. Et une version deluxe limitée en cartonné pour 20 €. Le prix ne variant pas en fonction du nombre de pages qui lui va varier car certains épisodes sont doubles et d'autres non. Le petit souci pour vos bourses, c'est qu'il y aura 2 épisodes de Dawn of X par mois. Du coup, on passe à 32 ou 40 € par mois pour suivre les aventures de nos mutants. Le rythme de 2 numéros par mois est sûrement dû au Covid, afin de ne pas prendre de retard sur le reste de la production Marvel, mais ça demande un sacré investissement, et a priori, Panini n'a pas annoncé quand c'est que ça s'arrêterait. Hélas, comme vous avez pu le voir, beaucoup de séries ne valent pas vraiment la peine. Pour le moment, Panini n'a pas fait d'annonce, ou je ne les ai pas vues, mais s'ils font comme Marvel aux USA, les séries devraient aussi ressortir en librairie un petit peu plus tard, série par série. Du coup, si vous n'avez pas envie de tout lire, et surtout pas envie de vous infliger Fallen Angel, je vous recommande d'attendre plutôt cette solution. Et au pire, il reste la solution VO pour ceux qui peuvent suivre en anglais afin de suivre uniquement les séries qu'ils aiment. Si vous êtes intéressé par Dawn of X, je vous recommande alors d'acheter le numéro 1 voire le numéro 2, de vous faire votre propre avis sur chaque série, et si certaines séries vous intéressent pas, soit continuer le titre en les zappant, ou alors de passer à la librairie quand elle sera dispo en prenant uniquement les séries qui vous intéressent. En tout cas, j'espère que mon avis vous a permis de vous éclairer, de savoir si Dawn of X c'est bien, pas bien, etc. Moi, je conseille quand même, parce que si tu es fan des mutants, si tu es fan des X-Men, c'est clair, il faut que tu te nourrisses, et on a des séries de bonne qualité. Donc voilà. Et ben, encore merci à Wolf, et merci à toi de m'avoir écouté. Ciao. On se dit à bientôt de toute façon. Salut. J'espère que mes amis et moi avons pu vous aider et vous guider au propos des nombreux titres à venir autour de nos mutants préférés. Je les remercie encore de leur participation et du temps qu'ils ont pris, et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne ou leur site. Je vous mets toutes les infos en description, et dites-leur que vous venez de ma part. Et du coup, vous allez craquer ou pas pour Dawn of X? Racontez-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi les séries qui vous tentent le plus, celles qui vous tentent le moins. Si vous avez déjà lu Dawn of X 1, n'hésitez pas à balancer votre avis, on essaye quand même d'éviter les spoils. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, voire un petit commentaire, et pour m'aider, tu peux même aller faire un petit tour sur YouTube pour faire un don. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See ya!